Alors aujourd'hui sur Skyrock PLM, nous avons le plaisir de recevoir le général de division Louis-Mathieu Gaspari, qui est depuis le 1er août le secrétaire général de la Garde nationale. Bonjour mon général. Bonjour. Alors déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Skyrock PLM, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce que je fais au quotidien avec mes équipes, la Garde nationale. Exactement, on va avoir l'occasion d'en parler. On en parlait justement un tout petit peu avant hors antenne. On disait que le terme Garde nationale était un terme qu'on connaissait, qui était un terme peut-être même familier dans beaucoup de têtes, mais malheureusement qui ne dépassait pas forcément ce cas de simplement le terme Garde nationale. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce terme, et c'est justement une des raisons pour lesquelles on vous a fait venir ici aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez pouvoir éclairer nos lanternes, donc déjà merci pour ça. Alors d'un point de vue peut-être un peu plus formel, par contre, si je vous dis ces termes-là, c'est-à-dire réserviste, jeunesse aussi, cohésion nationale ou encore résilience, est-ce que déjà là avec ces 4 termes-là, je résume peut-être si je peux dire l'objectif de cet entretien avec vous aujourd'hui? Alors ces 4 termes-là, c'est le quartier en fait de la Garde nationale, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, mais en tout cas ce que je retiens, c'est que vous avez prononcé les mots-clés qui permettent de bien structurer la Garde nationale. La Garde nationale, elle est de création récente, elle date de 2016, elle a été mise en place par le président de la République, par la volonté de M. Hollande, qui a souhaité répondre au désir d'engagement de la jeunesse après les attentats terroristes qu'on a connus en France en 2015 et en 2016. Et donc aujourd'hui on est en 2022, donc 2022-2016, 6 années de recul simplement. Donc je pense que la Garde nationale a bien prospéré pendant ces 6 premières années, et aujourd'hui on est à un moment où il faut repenser un petit peu la Garde nationale. Donc la Garde nationale, c'est aujourd'hui 77 000 réservistes qui donnent de leur temps pour défendre leur pays. Je vous interromps, vous venez de dire un terme qui est très important, on va le voir pour la suite de cet entretien, c'est le terme réserviste. La Garde nationale, on va en parler évidemment, on va continuer à définir clairement les contours de ce qu'elle est. C'est une garde qui est composée de réservistes. Voilà, c'est ça. Donc la Garde nationale fédère les 77 000 réservistes qui appartiennent aux forces armées, mais aussi au ministère de l'Intérieur, puisque la Garde nationale, c'est une double tutelle, une tutelle du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur, donc deux jambes à la Garde nationale, une jambe intérieure et une jambe armée. Les 2 jambes avancent ensemble, et de manière à ce que la démarche de la Garde nationale soit la plus fluide possible. Et donc, mon objectif à moi, c'est de fédérer toutes les énergies de ces jeunes qui ont décidé de donner de leur temps pour leur pays, en fait, en s'engageant, en étant utile pour la défense de la sécurité de la population et de la protection du territoire français. Vous disiez que sa création en 2016 répondait à un besoin, une volonté d'engagement des plus jeunes après les attentats de 2015, malheureusement, on s'en rappelle très bien. La création de la Garde nationale était justement pour répondre à ce besoin spécifique de jeunes qui voulaient s'engager, mais dans la réserve, pas forcément dans les métiers d'actifs. En fait, c'est un premier pas bien souvent pour les jeunes. Oui. C'est-à-dire que ça leur permet de découvrir un petit peu ce qu'est le métier des armes. Et donc, si affinité ou plus, ils peuvent évidemment s'engager. Donc ça, c'est un premier point. Mais on se souvient tous des événements dramatiques de 2015 et 2016. Et donc, on a eu beaucoup de jeunes qui ont dit « Moi, je veux m'engager pour mon pays, je veux être utile pour mon pays » dans un contexte qui est très, très difficile. Et qu'est-ce que je peux faire? Et donc, la Garde nationale est née de ce constat-là. Et donc, la Garde nationale a eu pour mission, a eu pour objectif de fédérer un petit peu les énergies de toute cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, ça a bien marché puisqu'on compte 77 000 jeunes et moins jeunes qui se sont engagés pour la défense de leur pays, qui ont décidé de donner du temps pour leur pays. J'ai simplement une question, alors qui n'est pas du tout dans la fiche et que du coup on pourra totalement retirer si jamais c'est problématique. On disait qu'il y a eu ce sursaut patriotique, si je puis dire, après les attentats de 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, vous le ressentez aussi aujourd'hui? C'est sûr que le contexte géopolitique, avec la guerre qui est aux frontières de l'Union européenne, avec ce qui se passe en Ukraine, interroge forcément les réserves, notre modèle de réserve, l'engagement des jeunes. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer que les jeunes ne se posent pas cette question de savoir comment est-ce que moi je peux faire pour protéger mon territoire, parce que les forces armées vont être à l'extérieur de nos frontières pour protéger les frontières, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, et donc il va bien falloir protéger la population à l'intérieur de notre pays. Et donc je pense que les réservistes ont une carte à jouer, peuvent jouer tout leur rôle dans ce contexte-là. Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant depuis quelques minutes et qui sont là à se dire simplement, alors d'accord, ils nous parlent de réserve, de réserviste, c'est très bien, mais moi le terme de réserve, je ne le comprends pas, je ne sais pas ce qu'est un réserviste. Je vais peut-être essayer un petit peu déjà, mais je pense que vous allez le faire bien mieux que moi. Des réservistes, ce sont des personnes qui sont civiles de base, jusque-là j'ai bon?
Oui, absolument. C'est un bon début, c'est très bien. Et donc, qui viennent en plus de leur profession habituelle, qui viennent donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donner de leur temps pour des activités qu'on va appeler des activités de réserve, qui donc va permettre évidemment de renforcer les militaires d'active, si je puis dire, tous ceux qui justement œuvrent au quotidien dans des missions de sécurité, ici, dans ce cadre précis, dans le cadre des 2 ministères dont on parlait précédemment. Vous avez parfaitement résumé la situation. Le réserviste, c'est un citoyen qui a décidé de donner du temps pour son pays, tout en ne consacrant pas l'essentiel de sa vie au métier des armes ou au métier de policier et de gendarme. Donc c'est un militaire à temps partiel en fait. C'est ça, on peut dire ça. Ouais, on peut résumer les choses comme ça. Je pense que tout le monde comprendra l'image qui est celle-là. Le réserviste, quand il fait sa période au service des armées, il exécute exactement les mêmes missions que les militaires d'active. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. D'accord. Il n'y a pas de différence. Il est engagé au sein des unités qu'il vient renforcer. Il peut aussi prêter assistance aux personnes qui ont été sinistrées. On a eu des exemples récents. C'est passé cet été dans le sud-ouest de la France. Les réservistes ont contribué justement à l'opération qui a permis de surmonter cette épreuve-là. On a eu aussi des réservistes qui sont partis à Saint-Martin en 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouragan qui avait dévasté totalement l'île de Saint-Martin. Donc on a des compagnies de réservistes entières, donc de gendarmes réservistes, là pour le coup, qui sont partis à Saint-Martin pour épauler la population. Et ils étaient tellement immergés dans ce territoire que personne ne savait si c'était des militaires d'active ou des réservistes. Personne ne s'est posé la question. Ils ont vu des forces de l'ordre, des militaires venir les épauler, les aider. D'accord. Donc finalement, on ne fait pas la différence. Une fois que le réserviste est appelé, si je puis dire, en renfort, dans certains cas, on l'a vu aussi pendant la crise du Covid avec le service santé des armées, par exemple, on ne fait pas cette différence-là. C'est-à-dire que finalement, le militaire réserviste est formé de la même manière que le militaire d'active. Exactement. Il bénéficie d'une formation initiale qui lui permet de connaître les actes réflexes du combattant, je dirais. Ce sont des compétences que les armées lui donnent, c'est une expérience qu'on lui propose, c'est une formation au commandement, à diriger aussi des gens qui ne sont pas données à tout le monde. En fait, tout le monde ne dispose pas de ces qualités-là de manière intrinsèque. Et donc, la réserve permet de développer ces compétences-là. Et après, elles seront mises donc à la disposition de l'autorité militaire qui va pouvoir les utiliser, mais aussi le jeune, il va être employé dans une société, il va être dans une entreprise. Donc l'entreprise aussi va pouvoir capitaliser sur les compétences qui auront été développées dans les armées au moment où il a fait sa période de réserve. Alors ça c'est intéressant justement. On va en parler un petit peu après justement de ce lien qu'il peut y avoir. Alors j'allais dire entre le réserviste et son entreprise et du coup le monde militaire. On va avoir l'occasion de voir justement un peu comment fonctionne ce trident, si je puis dire, peut-être les 3 pics de cette vie-là pour le réserviste. Avant déjà, vous disiez tout à l'heure, vous utilisez principalement le terme le jeune, qui est effectivement beaucoup de jeunes nous écoutent sur Skyrock PLM, bonjour à vous d'ailleurs, mais aussi des moins jeunes qui nous écoutent, bonjour également à vous, on ne fait pas de distinction ici. Est-ce que déjà, pour parler du réserviste, est-ce que déjà il y a un profil type du réserviste en termes d'âge par exemple, de genre ou de catégorie, je ne sais pas. Alors il y a de la place pour tout le monde dans la réserve. Les jeunes, donc on parlait tout à l'heure des 77 000 réservistes. Je vais vous donner un chiffre qui montre que la part des jeunes est relativement importante, puisque sur les 77 000, on a 35% de jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 30 ans, qui font partie de la réserve. Donc c'est relativement important, c'est énorme. C'est un gros tiers, effectivement, voilà. C'est beaucoup. Ouais. Et à côté de ça, vous avez des gens qui travaillent dans des sociétés. Donc c'est aussi un tiers, des actifs, qui ont décidé de donner leur temps le week-end, en semaine, pour aller épauler leurs camarades des armées. Donc en plus de leur vie professionnelle. En plus de leur vie professionnelle. Et puis vous avez des gens qui ont suivi une période d'activité de 15, 20 ans, 25 ans dans les armées et qui ont décidé de partir à la retraite ou parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge, ils quittent le service actif et donc les armées leur proposent un engagement dans la réserve. Et donc vous voyez, on a finalement un équilibre entre les jeunes, les actifs et les retraités. Encore une fois, il y a vraiment de la place pour tout le monde dans la réserve. Donc, du coup, là, de ce que j'entends, notamment par rapport au départ à la retraite de certains militaires d'actifs, il n'y a pas de limite d'âge, par exemple. On trouvera toujours, si je peux dire, c'est peut-être un peu la manière dont je vais le dire est peut-être un peu triviale, mais on trouvera toujours quelque chose à vous faire faire. Il y a toujours de la place pour les réserves. Il y aura toujours un métier que vous serez en capacité de faire, quel que soit votre âge. Il est bien évident que si vous avez 30 ans,
vous pourrez faire beaucoup plus de choses parce que physiquement, vous aurez les capacités pour le faire. Sans doute, bien sûr. En arrivant à l'âge de 50, 60 ans, on vous fera peut-être faire autre chose, mais qui sera toujours très utile de toute façon. On approche lentement mais sûrement de la fin de l'année 2022, qui est une année, peut-être qu'on peut le dire, une année charnière pour la réserve. Est-ce que déjà vous avez, même si vous n'êtes là en poste que depuis le 1er août, est-ce que vous avez déjà, vous, un premier bilan de la réserve cette année ? Alors aujourd'hui, la réserve, elle est un peu un carrefour. Aujourd'hui, on a le président de la République. Le 13 juillet au soir, il s'adresse aux armées à l'hôtel de Brienne dans son discours, comme il le fait chaque année. Et là, il dit, le président de la République affiche une nouvelle ambition pour la réserve et la jeunesse. Et un peu plus tard, on comprend que cette ambition, c'est de doubler le nombre de réservistes aujourd'hui, parce que le contexte national et international, avec les crises dont j'ai parlé tout à l'heure, fait qu'on va avoir de plus en plus besoin de réservistes. Donc on va passer grosso modo de 77 000, 80 000 réservistes aujourd'hui à 160 000. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, donc évidemment ça va se faire par marche successive sur plusieurs années. Mais en tout cas, on a ce nouveau contexte qui fait que la garde nationale doit avoir un nouveau souffle, une nouvelle ambition en fait. Et moi, mon ambition, c'est vraiment d'attirer le maximum de jeunes pour que chacun puisse avoir le sentiment d'être utile pour son pays. C'est ça en fait le fond de la réserve, hein. C'est donner du temps pour s'engager, pour être utile. Voilà, tout en évidemment, tout en ayant la possibilité d'avoir justement une autre vie à côté, si je puis dire. C'est ce côté, vous pouvez tout mêler si vous le faites bien, si vous le faites avec discipline et avec envie, si je puis dire. Winston Churchill résumait très bien les choses, hein, donc je vais prendre une citation. Winston Churchill disait: être réserviste, c'est être citoyen 2 fois. Donc une première fois dans votre vie quotidienne, vous avez une famille, une occupation, un métier, et puis une deuxième fois, parce que vous décidez de donner du temps pour votre pays. Quand on fait les deux, on est réserviste. Voilà, on est citoyen 2 fois, on est réserviste. On donne du temps, on s'engage pour les autres, pour l'intérêt général. C'est ça qui est bien dans le métier de réserviste. Et puis ce partenariat, en tout cas, est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. L'entreprise qui permet aux réservistes d'être employés, et puis l'actif qui est réserviste, c'est un contrat gagnant-gagnant, puisque l'entreprise pourra s'y retrouver avec des compétences qui ont été développées par les armées, qui sont utiles tout à l'heure. Qui sont utiles à la construction de l'entreprise. Et puis le jeune pourra donner du temps pour les autres. Alors justement, là, vous parliez des entreprises, du fait que les entreprises s'y retrouvaient, qu'évidemment le réserviste s'y retrouve. Là, je pense notamment à celui ou celle qui nous écoute en ce moment, qu'il ou elle soit jeune ou moins jeune, et qui se dit: ça m'intéresse, ce côté double citoyen me plaît bien, j'ai envie de donner un peu de temps pour mon pays, mais finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être... Comment je peux mettre ça en place aujourd'hui dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces points-là. La première chose justement, qui est une question qu'on doit poser évidemment, est-ce qu'il y a une compensation financière ou une compensation en nature, un autre type de compensation en échange de cet engagement ? Bien sûr, bien sûr. Le réserviste, quand il vient travailler pour les armées ou pour la police, la gendarmerie, il est rémunéré. Donc il est, selon son grade, selon son ancienneté de service, il bénéficie d'une rémunération qui correspond chaque jour à un 30e du salaire versé à un militaire du grade équivalent. Cette rémunération n'est pas imposable. C'est un avantage. C'est un avantage. Ça permet de rétribuer en fait les services donnés par les réservistes dans le cadre des missions qu'ils viennent exécuter. Mais les entreprises aussi, de leur côté, peuvent continuer à verser tout ou partie de leur salaire aux réservistes qui viendraient faire une période de réserve dans les forces armées ou la gendarmerie ou la police. Ça, c'est prévu par un texte réglementaire. Enfin, c'est prévu. Donc, c'est une possibilité. Et puis, l'entreprise, elle peut défiscaliser, avoir une réduction d'impôt sur la partie du salaire qu'elle continue à verser à son jeune qui vient faire sa période de réserve. Quand on dit une période de réserve aujourd'hui, on parle en termes de temps, pour rester également très factuel, on parle de combien de temps par semaine, par mois, par an ? Comment ça fonctionne déjà ? C'est variable parce que tout le monde ne peut pas... n'a pas la même disponibilité en fait, hein, selon. Donc il y a la possibilité de... Oui, on peut évidemment choisir les missions pour lesquelles on va participer. Mais en moyenne aujourd'hui, un jeune
il fait une vingtaine de jours de réserve chaque année. Mais c'est variable, c'est une moyenne, hein, donc il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins. Mais en moyenne, c'est ça. La loi autorise en fait d'aller jusqu'à 60 jours. Selon des circonstances exceptionnelles, on peut monter, on peut aller à 150 jours, à 200 jours. En cas de crise, par exemple, quand il faut aller éteindre un incendie quelque part ou remettre à flot un territoire qui était dévasté par un événement climatique, comme on l'a vu par le passé. Donc c'est variable, en fait. Tout ceci est très variable. Et donc là aussi, je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Mais voilà, encore une fois, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est variable, mais c'est variable selon votre choix à vous, en tant que réserviste. C'est vous donner, si je dois résumer ça peut-être un peu grassement, vous donner le temps que vous avez envie et que vous avez la possibilité de donner. Voilà, c'est ça. Mais l'expérience montre, les jeunes, au départ, quand ils viennent pour voir un petit peu ce que c'est. Ils sont curieux. Et puis finalement, ils se prennent au jeu parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont utiles, qu'ils travaillent avec des autres, qu'il y a de la cohésion, qu'il y a des compétences qui sont acquises. Donc finalement, la réserve est un peu victime de son succès. C'est-à-dire le réserviste appelle le réserviste. Tant mieux pour tant mieux. Et donc c'est aussi un des souhaits qui est le nôtre, évidemment, c'est de montrer que tout ça, cet engagement est naturel, spontané, et qu'il sert, il est utile, il sert à quelque chose. C'est justement, c'est ce que vous disiez, c'est possible de faire ça justement pour un jeune, de rentrer dans la réserve, si je puis dire, là encore peut-être un peu grassement, parce qu'il a vu de la lumière et qu'il est rentré et qu'il avait envie de se dire, c'est quelque chose qui me plaît, mais j'aimerais juste tâter le terrain, si je puis dire, et faire un ou deux jours par-ci, et à partir de là, augmenter sa participation au fur et à mesure. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En fait, les jeunes, ils peuvent s'engager dans la réserve à partir de 17 ans. D'accord, oui, effectivement, c'est bien qu'on le dise aussi, à partir de 17 ans. Voilà, moi j'ai dans mon équipe un jeune qui aujourd'hui a 22 ans, qui est rentré, qui a fait acte de volontariat à 17 ans, et qui a grandi en fait. Il a acquis suffisamment de maturité pour aujourd'hui faire des périodes de réserve qui dépassent le nombre de jours moyens dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'est un vrai succès. C'est gagnant-gagnant. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Donc ça, c'est pour le réserviste. Pour l'entreprise, on l'a brièvement abordé, le fait qu'il y avait évidemment un système de réduction d'impôts qui est profitable. Mais quand on est réserviste, justement, et qu'on part, par exemple, on en parlait il y a quelques instants, par exemple, pour une période de crise, comme on a pu en parler tout à l'heure, c'était Saint-Martin en 2015, c'est ça ? 2017. 2017, pardon, effectivement. Saint-Martin en 2017. Des exemples encore plus récents, comme évidemment le Covid en France, ou là, les incendies dans le cadre de l'opération Héphaïstos, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe justement avec son entreprise, notamment quand on est salarié ? Est-ce qu'on va voir son patron et qu'on dit bah voilà, je pars là pour ça peut être des semaines, une semaine, parfois plusieurs. Comment ça se passe à ce moment-là pour le lien, si je peux dire, entre les trois, entre le réserviste, son pays ici à travers la garde nationale et son entreprise? Alors l'employeur qui accepte que son réserviste aille faire des périodes pour les forces armées ou pour les forces de sécurité intérieure, la gendarmerie, la police, peut souvent attribuer un label de partenaire de la défense. D'accord. Et donc ce label, c'est un label qualité en fait. Oui. C'est quelque chose que l'entreprise peut mettre en avant en fait. Là aussi, on est sur un partenariat gagnant-gagnant. Donc pour avoir ce label, il faut autoriser ces réservistes à être utilisés, à être employés sur le terrain. Un cercle vertueux, si on peut dire. C'est un cercle vertueux, exactement. Et donc encore une fois, chacun s'y retrouve. Chacun s'y retrouve effectivement, parce qu'effectivement là, quand on y réfléchit comme ça, je pense notamment aux entreprises qui peuvent nous écouter peut-être ici, aux chefs d'entreprise. Quand on récupère ce label justement, ça peut favoriser justement du recrutement vers des jeunes et des moins jeunes qui auront aussi envie d'intégrer cette entreprise parce qu'ils sauront qu'elles les laisseront partir justement en opération s'il y a besoin. Et puis je pense que l'entreprise en fait capitalise sur les compétences que les jeunes ont acquises. Bien sûr, c'est très important de le dire. Les jeunes, oui. Ils sont formés au commandement, ils sont formés aux opérations un petit peu délicates, à la gestion de crise sur le terrain. Et donc tout ça, c'est des qualités, des compétences qui vont être utiles à l'entreprise. Donc l'entrepreneur, il va être content de compter dans ses rangs quelqu'un qui sait diriger une équipe, qui sait développer la cohésion, parce qu'il a compris ce que le mot cohésion revêtait comme importance. Et donc voilà, on est vraiment sur un système gagnant-gagnant. Cohésion, un des 4 mots qu'on évoquait au début de cet entretien, avec donc réserviste, jeunesse, dont je pense qu'on a compris, et évidemment résilience. Je pense qu'on commence aussi un petit peu à comprendre pourquoi ces 4 mots, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient un petit peu les quatre piliers peut-être finalement ici de la garde nationale. Pas que d'ailleurs. Alors je reviens quelques instants sur le mot résilience, parce que c'est un mot qui peut être compliqué et que tout le monde ne comprend pas de manière innée. En fait, la résilience, c'est la capacité d'un pays, d'une organisation à encaisser un choc, mais surtout à le surmonter. D'accord. Donc à passer outre ce choc. Passer outre. Et je pense que la réserve, dans ce cadre-là, elle apporte
une plus-value et elle contribue à la résilience de la nation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le 13 juillet dernier, du coup, le président de la République avait insisté justement sur la réserve. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lui avait estimé qu'une réflexion était vraiment indispensable pour encore mieux utiliser les réservistes. J'utilise là ces termes à lui. C'est notamment une réflexion qu'on prend en compte. On en a un petit peu parlé, justement. C'est une réflexion qu'on doit prendre en compte, évidemment, avec le contexte actuel, comme vous l'avez très bien dit. Cette réflexion, aujourd'hui, à part sur la volonté de doubler les effectifs des réservistes, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur cette volonté d'apporter un nouveau souffle à la garde nationale? Alors, la garde nationale s'inscrit évidemment dans les déclarations du président de la République et met tout en œuvre pour réaliser l'ambition du président de la République, qui est doubler le nombre de réservistes. Et donc pour ça, je vais prendre un exemple tout concret qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est les journées nationales des réservistes. D'accord. Qui vont se passer partout dans les territoires entre le 15 octobre et le 15 novembre. C'est un peu la fête des réservistes. Voilà. Ce sont des événements qui vont permettre de valoriser et de mieux faire connaître l'engagement des réservistes au service de la population et au service de la protection des territoires. D'accord. Donc ça, c'est un mois de gros événements qui seront organisés partout en France. Mais au préalable, le 14 octobre, donc la veille, la Garde nationale lance les journées nationales des réservistes par ce qu'on appelle les rencontres de la Garde nationale. Oui. C'est un événement majeur en fait dans notre biorhythme, dans le biorhythme de la Garde nationale. C'est un événement majeur qui va permettre de passer une journée ensemble autour du thème réserviste au cœur des territoires, parce que le réserviste il est immergé dans un territoire, et qui va permettre de réfléchir ensemble et de tirer la synthèse un petit peu de ce que sont les réservistes aujourd'hui, du sens de leur engagement. Donc cette table ronde, ce colloque, les rencontres de la Garde nationale vont prendre la forme de plusieurs tables rondes, il y en aura 3, et ça va se passer dans un endroit qui parle à la jeunesse. La Garde nationale va sortir de l'école militaire où elle est implantée pour aller à la rencontre des jeunes, et on va faire ça à la Cité internationale universitaire de Paris, pour montrer que la Garde nationale sait écouter les attentes des jeunes. C'est écouter et s'adapter à ces Exactement. J'espère que vous qui nous écoutez, j'espère que la date et le lieu sont pris. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au pire, on se fera un plaisir de s'en faire l'écho de nouveau sur Skyrock PLM. Pour parler justement, pour rester un petit peu dans ce thème d'innovation, de nouveaux souffles, etc. Un des secteurs des armées qui a été très mobilisé et qui a dû justement puiser dans ses réserves, on en parle depuis tout à l'heure ces dernières années, c'est le service de santé des armées. J'ai cru comprendre, mais là encore vous l'expliquerez mieux que moi, que justement il y a une volonté de faire un effort, si je peux utiliser ce terme-là, un effort supplémentaire au sein du service de santé des armées, peut-être d'inciter les plus jeunes à intégrer le SSA. On a vu avec la crise du Covid et ce qui s'est passé à Mulhouse, il y a quand même un hôpital de campagne des armées qui a été monté sous le signe de l'urgence sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Et donc il y avait des gendarmes, enfin des militaires du service de santé des armées d'actifs, mais il y avait aussi des réservistes qui sont partis là-bas pour épauler les gens d'actifs. Et donc cette répétition des crises sanitaires, environnementale, climatique, fait que le service de santé des armées va être de plus en plus mobilisé pour apporter son concours dans ces crises-là. Et dans ce cadre-là, le service de santé a vraiment l'ambition de monter en puissance aussi le nombre de ses réservistes. Et dans le cadre du SSA, par exemple, si je suis moi qui suis totalement un public cible aujourd'hui pour intégrer la Garde nationale, est-ce que j'ai besoin d'une formation particulière, par exemple, pour le SSA, ou est-ce que tout me sera transmis par les armées aujourd'hui ? C'est mieux si vous êtes infirmier ou médecin déjà. Là, rapidement, vous pourrez être très utile au service de santé des armées. Vous aurez juste une formation de 2 semaines ou de 3 semaines qui vous permettra de comprendre les rudiments de la vie militaire. Mais je dirais que toute la formation professionnelle que vous avez déjà acquise, si vous êtes infirmier ou médecin, va être directement exploitable en fait par le service de santé des armées. Voilà, si vous êtes infirmier, si vous êtes médecin, si vous êtes dans le milieu médical notamment, vous l'avez entendu, le service de santé des armées va avoir de plus en plus besoin de vous, et je pense que vous l'avez déjà entendu tout au long de cet entretien. Il y a plein d'avantages aussi pour vous à intégrer ici la Garde nationale. Et aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui font qu'on est très intéressé par des compétences particulières que pourraient détenir des jeunes. Aujourd'hui, la cybersécurité, nous, les armées, les gendarmes, les policiers, je vais parler un peu directement, mais on a besoin de hackers pour être dans le rang, pour savoir comment est-ce que les hackers vont opérer pour faire tomber un système ou une organisation. Les meilleurs défenseurs dans le cadre de la cybersécurité sont des hackers, de toute façon. Donc on a besoin de hackers.
On a besoin de spécialistes de la cybersécurité, en fait, de la cyberdéfense. Alors, ce jeune-là qui viendra chez nous, on ne lui demande pas de courir un 3000 mètres en moins de 12 minutes. C'est pas ça. On lui demande juste de donner du temps pour son pays, pour nous aider à faire face à l'ensemble de ces menaces dont tout le monde comprend aujourd'hui qu'elles sont extrêmement importantes et puis qu'elles sont démesurées. On a entendu un hôpital qui s'était fait hacker très récemment, dans l'Essonne. Ces données personnelles qui ont été mises en ligne sur Internet. Il y a des pays qui font l'objet d'attaques cyber aussi régulièrement. Donc tout ça, évidemment, ça a pour but de déstabiliser le fonctionnement de l'État. Et donc là, on a des compétences. On sait qu'elles existent, donc on souhaite que les jeunes viennent les mettre à notre profit. On a aussi un autre domaine dans lequel on a besoin de réservistes. On a les logisticiens, par exemple. D'accord. Des gens qui font de la logistique. On a besoin de mettre un terme à une opération comme Barkhane au Mali. On retire les troupes, mais il faut le faire avec des logisticiens parce qu'on a des tas de matériel à ramener en France. Et il faut que l'opération se passe dans le calme, dans le bon ordre. Cet appui fourni par des logisticiens professionnels a toute sa place aussi dans la réserve. D'accord. Bon, je pense que l'idée étant que quelles que soient les compétences que vous avez aujourd'hui, votre pays saura les mettre en valeur justement à partir du moment où vous acceptez de les mettre. Il y a tout le côté innovation aussi. Je veux dire, on a une agence de l'innovation au sein du ministère des Armées qui réfléchit sur les armements de demain, en fait. Et là aussi, je suis persuadé qu'on a des jeunes qui sont spécialisés dans ces domaines-là parce qu'ils ont suivi une école d'ingénieurs ou des études qui leur permettent d'être employés par des grands groupes. Mais on est extrêmement intéressé à ce que ces jeunes aussi viennent mettre ces compétences au service de leur pays. Donc voilà, comme vous l'avez très bien dit, mon général, n'ayez pas honte si vous avez du mal à courir un 3000 mètres en 12 minutes, par exemple. Ce qui compte, ce sont vos capacités, vos qualités, vos talents. Et la garde nationale saura évidemment... Toutes les compétences rares nous intéressent. Toutes les compétences rares nous intéressent. Et pour savoir comment faire pour nous rejoindre, parce que c'est ça aussi vous m'avez devancé. L'essentiel du message que j'ai à délivrer ce matin, il faut ne pas hésiter à venir sur nos réseaux. En fait, premier site à donner, c'est www.gardenationale.gouv.fr. Garde nationale tout attaché. Il y a un tiret. Le tiret du bas ou le tiret du haut ? Tiret du 6. Tiret du 6. Donc, garde-nationale.gouv.fr. Le .gouv, c'est pour montrer que le site est officiel, en fait. C'est un vrai site, promis. Et donc, venez sur le site, vous aurez accès à toute l'information. Et puis, si vous voulez vous orienter vers l'armée de terre, vous aurez un lien qui vous emmènera directement sur le site de l'armée de terre. Vous avez aussi dans nos réseaux LinkedIn. Vous avez Twitter, vous avez Instagram aussi. La garde nationale est présente sur Instagram. Donc c'est bien la preuve qu'on vit avec notre temps et qu'on est moderne. Il ne faut pas hésiter évidemment à vous envoyer un message, soit à vous suivre évidemment, et à vous envoyer un message sur ces réseaux sociaux si vous êtes curieux. Exactement. On peut aussi aller dans un centre d'information recrutement des forces armées, les fameux CIRFA, tout le monde connaît. Exactement. Pour aller chercher de l'info et puis concrètement, il y a quelqu'un qui répondra à vos questions. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup mon général. Je pense que là, on a vu un petit peu maintenant comment vous rejoindre, ne serait-ce que pour vous poser une question. On l'a dit, vos réseaux sociaux, le site internet, garde-du6national.gouv.fr. Est-ce que je vous laisse simplement en général le mot de la fin? On l'a compris évidemment, peut-être pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la garde nationale et même notre pays finalement a besoin de vous. Si vous avez envie de donner du temps pour votre pays, c'est tout à fait possible et même de la manière finalement dont vous le voulez. Exactement. Et puis tout ça se fait de manière très très simple en fait. Vous dites, moi j'ai une compétence que je veux mettre à disposition de mon pays. Comment je fais ? Vous allez sur le site internet dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais au-delà, moi je souhaite déjà m'adresser à tous vos auditeurs et puis à vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer ce matin sur la garde nationale. Mais donc mon premier message, c'est un message de remerciement. Tous ceux qui sont réservistes déjà aujourd'hui et qui donnent de leur temps pour leur pays. Donc un grand merci pour ce que vous faites. Après, il y a tous ceux qui sont indécis ou qui se posent la question de savoir s'il faut y aller ou pas. Moi je dis n'hésitez pas. Évidemment, il faut y aller parce que vous aurez accès à une formation, on va développer ensemble des compétences qui vous seront utiles et puis on va exalter votre fierté de servir votre pays, de donner du temps pour votre pays. Parce que l'engagement, c'est pas anodin. Je dirais même mieux, l'engagement, c'est malin. Et donc les jeunes ne doivent pas hésiter à s'engager et puis à donner du temps pour leur pays. Donc rejoignez la garde nationale, retrouvez-nous sur le site gardenationale
site.gouv.fr. Vous aurez accès à toute la documentation, à tous les éléments qui vous permettront de transformer l'essai que vous avez aplati entre les poteaux et qui permet de vous engager. Un mot en plus que je rajouterais finalement aux 4 du début de notre entretien, réservisme, jeunesse, cohésion nationale et résilience. Peut-être que moi, le petit mot que je rajouterais en tant que civil, c'est peut-être accessibilité. Finalement, la garde nationale est ouverte à tous ceux qui ont quelque chose à proposer. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Il suffit juste d'avoir envie. Ou si on a un décis, venez, vous verrez que vous serez utile. En plus, la réserve, telle que je la vois vivre depuis, parce que certes, je suis dans les fonctions depuis le 1er août 2022, mais dans toutes les responsabilités que j'ai exercées auparavant, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir travailler avec des réservistes. Et je sais combien ils contribuent à la plus-value du fonctionnement de nos forces armées. Je sais que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, les réservistes, c'est comme une chaîne, en fait. Si on veut que la chaîne soit parfaitement tendue et qu'elle rende le maximum de choses, il faut que chacun des maillons soit parfaitement imbriqué avec l'autre. Et donc, la garde nationale, c'est ça. C'est veiller à ce que tous les maillons de la chaîne soient parfaitement imbriqués les uns avec les autres et soient utiles. Voilà. Merci beaucoup, mon général, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci à vous.